Le bruit des talons hauts claquant contre le marbre poli de l'entrée résonnait comme le compte à rebours d'un destin déjà écrit, mais que personne dans cette salle n'osait prévoir. Richard ajusta le nœud de sa cravate en soie italienne devant le miroir doré du hall, admirant non seulement le reflet d'un homme à succès, mais l'image de la perfection qu'il avait bâtie sur les décombres d'un passé qu'il s'efforçait d'enterrer. À ses côtés, Camille, son épouse, vérifiait si l'éclat de ses diamants suffisait à éclipser tout doute sur la noblesse de son lignage. Ils étaient le couple d'or de la ville, les hôtes de la fête célébrant l'expansion d'une entreprise qui dominait désormais le marché. Mais à l'extérieur des portails en fer forgé, sous la faible lueur d'un lampadaire, une silhouette menue, enveloppée dans un manteau de laine délavée, observait le mouvement avec des yeux qui ne portaient aucune envie, seulement une mémoire profonde et douloureuse. Rose serra l'anse de son sac en simili-cuir, sentant le relief d'un papier plié à l'intérieur. Ce papier était la raison de sa présence ici, bien qu'elle ait juré de ne plus jamais croiser le chemin du neveu qu'elle avait élevé comme son propre fils. Elle ne voulait pas de luxe, elle n'en avait jamais voulu. Rose était une femme forgée par la terre et le travail honnête. Pendant 20 ans, elle avait lavé le linge de la moitié du quartier pour garantir que l'assiette de Richard ne soit jamais vide et que ses livres d'école soient toujours neufs. Elle se souvenait de chaque callosité sur ses mains, de chaque nuit où elle avait dormi assise sur la chaise de la cuisine pour ne pas rater l'heure de livraison des commandes. Pour Rose, le succès de Richard était son plus grand chef-d'œuvre. Mais pour Richard, l'existence de Rose était sa plus grande honte. Lorsque Rose s'approcha de l'entrée principale, le vigile, entraîné à séparer le bon grain de l'ivraie, lui barra le chemin d'un bras ferme. Richard, qui passait par le hall à ce moment-là, s'immobilisa. L'éclat de fierté dans ses yeux fit place à une ombre de panique. Il regarda les invités influents qui buvèrent du champagne en arrière-plan, puis sa tante, dont les chaussures étaient couvertes de la poussière de la route. Il ne vit pas la femme qui avait soigné ses fièvres ou qui avait sacrifié sa propre jeunesse pour lui. Il ne vit qu'un obstacle à son image impeccable. D'un geste froid et d'une voix qui semblait venir d'un étranger, se pencha et lui murmura que cet endroit n'était pas pour elle. Il lui dit que si elle voulait de la nourriture, elle devait faire le tour et entrer par la porte de service, où les serveurs pourraient lui donner les restes des plateaux. Ces mots transpercèrent la poitrine de Rose comme un clou dans du bois sec. Elle ne cria pas. Les femmes comme Rose apprennent tôt que le silence est l'armure des forts. Elle hocha simplement la tête et se dirigea vers l'obscurité du côté du manoir, vers la cuisine. Tandis qu'elle marchait, une voix semblait résonner. L'orgueil précède la chute, et la vanité est le banquet que les sots mangent avant que la fin n'arrive. Richard retourna à sa fête, riant à une blague d'un sénateur, convaincu d'avoir réglé le problème. Il croyait que l'autorité d'un homme venait de ce qu'il possédait, oubliant que la véritable autorité est donnée par Dieu, et ce que Dieu donne, il peut le retirer d'un souffle de justice. Dans la cuisine industrielle, le chaos était contrôlé. Camille entra pour presser l'équipe. Lorsque ses yeux rencontrèrent la figure humble de Rose, un sourire de mépris se forma sur ses lèvres parfaitement peintes. Elle s'approcha et d'un ton débordant de venin, suggéra que puisque Rose était là à occuper de l'espace, elle devrait se rendre utile. Elle lui tendit un tablier blanc et lui ordonna de commencer à polir les coupes de cristal pour le toast final de la soirée. Rose accepta le tablier sans dire un mot. Elle commença à polir le cristal et chaque mouvement de sa main était une prière silencieuse. Elle ne demandait pas de châtiment pour son neveu, car le cœur d'une mère ne sait pas désirer le mal. Elle demandait la clarté. Elle demandait que la vérité, celle cachée dans l'enveloppe de son sac, trouve le moment opportun pour se manifester. Pendant ce temps, dans le grand salon, Richard discourait sur le mérite. Il parlait de la façon dont il était parti de rien. Mais le rien de Richard avait un nom, et ce nom était en train de polir des verres à la cuisine, humilié par l'homme à qui elle avait appris à marcher. Le murmure dans le salon s'interrompit brusquement lorsque les doubles portes s'ouvrirent. Richard, la sueur froide aux tempes, s'avança comme devant une divinité. L'homme qui entrait était le docteur Beaumont, le plus grand investisseur du secteur. Richard tendit la main, le sourire aux lèvres, mais le docteur Beaumont ne rendit pas le salut. Ses yeux sévères fixèrent quelqu'un au fond de la salle. Rose avançait maintenant parmi les robes de créateurs. Camille, en voyant sa tante, sentit son sang bouillir de honte.
Elle se dirigea vers Rose, prête à ordonner aux gardes de l'expulser. Richard se déplaça aussi, le visage rouge de colère, murmurant entre ses dents que Rose devait partir avant qu'il ne commette l'irréparable. « Sors d'ici, Rose !» siffla Richard en lui saisissant le bras violemment. « Tu n'appartiens pas à ce monde. Que veux-tu? De l'argent? Je t'enverrai un chèque demain, mais dégage. » C'est alors que la voix du docteur Beaumont coupa l'air comme une lame d'acier. « Lâchez-la immédiatement, Richard. » Le salon se figea. Beaumont marcha vers Rose et, devant les yeux incrédules de l'élite de la ville, il s'inclina avec un respect immense et prit les mains calleuses de Rose dans les siennes. « Madame Rose, » dit Beaumont avec émotion, « cela fait 30 ans que je vous cherche. Je n'ai jamais oublié cette femme qui, quand j'étais un orphelin affamé à la porte d'une usine, partageait son unique repas avec moi chaque jour. Je n'ai jamais oublié que c'est vous qui avez payé ma première formation avec l'argent de vos lessives. » Richard sentit le sol se dérober. La femme qu'il venait d'envoyer à la cuisine était la bienfaitrice de l'homme qui tenait son destin entre ses mains. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Rose sortit l'enveloppe jaune. « Richard, » dit Rose, et sa voix résonna comme un tonnerre. « Je ne suis pas venu pour de la nourriture. Je suis venu car je savais que ce jour arriverait, le jour où l'orgueil t'aveuglerait au point d'oublier qui tu es. Tu as dit que ce manoir était le symbole de ta victoire sur ton passé pauvre. Mais tu as oublié de lire les petites lignes du testament de ton père, mon frère. » Beaumont lut alors à haute voix « Tous les biens et structures bâtis sur ce terrain resteront sous l'usufruit viager et le contrôle total de ma sœur, Rose da Silva. Toute entreprise ou manoir édifié ici n'aura de valeur juridique qu'avec son consentement écrit mensuel. En cas de manque de respect prouvé à sa dignité, le contrôle total des biens lui revient immédiatement, sans contestation possible. » Le verre de cristal que Camille tenait glissa de ses doigts et vola en éclats sur le marbre, tout comme l'orgueil du couple. Richard n'était plus le propriétaire, il était un locataire qui venait d'insulter la patronne. « La justice de Dieu, Richard, n'est pas de voir l'autre souffrir, » dit Rose, les larmes aux yeux. « C'est de donner à chacun le poids exact de ce qu'il porte dans son cœur. » Le silence qui suivit les paroles du docteur Beaumont était le son d'un destin scellé. Les invités qui cherchaient autrefois l'ombre de Richard pour obtenir des faveurs se retiraient désormais discrètement. Richard restait immobile. Il comprit de la manière la plus amère que la vraie richesse n'est pas ce que l'on accumule dans un coffre, mais ce que l'on cultive dans son âme. Rose ne ressentit aucun plaisir dans la chute de son neveu. La justice divine n'est pas une célébration de la vengeance, mais un ajustement nécessaire pour que la vérité puisse respirer. Elle s'approcha de Richard et posa doucement sa main sur l'épaule de l'homme qui fut autrefois son petit garçon. « Je ne vais pas t'expulser d'ici, Richard, » dit-elle avec une sérénité qui fit taire toute la pièce. « Mais tu n'en seras plus le maître. Dès demain, ce manoir sera transformé en maison d'accueil pour les femmes qui travaillent dur et n'ont pas de lieu où laisser leurs enfants. Toi et Camille aurez une petite annexe au fond du jardin. Vous aurez un toit et de la nourriture, mais vous devrez travailler. Vous apprendrez la valeur de chaque centime et surtout la valeur de chaque personne, peu importe ce qu'elle porte. » Richard pleura, non plus par désespoir, mais par un brisement d'ego qui était le début de sa guérison. Le docteur Beaumont tint sa parole. L'entreprise fut restructurée sous la supervision de Rose. Camille, forcée de laisser la soie de côté, découvrit dans le travail manuel une dignité que le luxe ne lui avait jamais offerte. Ils n'avaient pas perdu la vie, mais ils avaient perdu l'illusion d'être supérieurs aux autres. L'histoire de Rose se répandit dans la ville comme un souffle d'espoir. Elle prouva que l'honneur n'est pas un titre donné par les hommes, mais une lumière qui brille dans les actes les plus simples. Le tribunal invisible ferma ses portes cette nuit-là, laissant derrière lui une leçon éternelle. Ne sous-estimez jamais ceux qui vous ont aidé à monter, car les marches de la descente sont bien plus glissantes pour ceux qui ont oublié l'humilité. Et vous, qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, regardez les personnes autour de vous. Qui sont les roses de votre vie? Qui sont ceux qui prient pour vous dans le silence et travaillent pour que vous réussissiez? Honorez ces mains aujourd'hui, avant que la vie ne vous apprenne leur valeur par la perte, car au banquet de l'existence, la place d'honneur sera toujours réservée à ceux qui ont su servir avec amour. Que cette réflexion transforme votre cœur. À notre prochaine histoire.